On a tous déjà au moins une fois dans notre vie regardé un film d'horreur, ayant pour indication souvent au début et parfois même à la fin, ce film est inspiré d'une histoire réelle. Même si cette précision-là est réalisée, eh bien elle est quand même très éloignée de la réalité. Pourquoi ? Parce que la réalité des faits est souvent bien pire. L'histoire aux événements très troublants que je vais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo, elle est arrivée à une famille, la famille Snedeker. Cette famille est constituée de 2 parents, Carmen et Allen Snedeker, et de 4 enfants, dont 3 qui sont des garçons, âgés pour un de 13 ans, un autre de 11 ans, et le dernier à 3 ans. Et pour la petite fille, elle a 6 ans. Les 2 plus grands étant les enfants de Carmen qu'elle avait eu d'un ancien mariage. Ce groupe constitué de frères et sœurs s'entendait relativement bien, et l'idole des plus petits était Philippe, l'aîné. Vraiment, ils l'adoraient, c'était un peu leur héros. Sauf que celui-ci, malheureusement, eh bien, il avait une maladie. Il avait une lymphome, une forme aggravée de cancer. Pour les gens qui ne seraient pas au courant de ce qu'est une lymphome, c'est très simple, c'est une tumeur maligne du système lymphatique. Je ne vais pas vous faire un dessin, Philippe va vivre à cause de cette maladie-là un véritable enfer. Dans la région où il vivait, eh bien, il n'existait aucun centre de traitement. Donc, 5 fois par semaine, Carmen, sa mère, a dû l'emmener à Philippe à plus de 480 km pour qu'il soit dans les mains d'un médecin compétent pour soigner sa maladie. Depuis peu, Philippe, il avait subi un nouveau traitement qui était très dur à supporter. La radiothérapie était si intense pour lui, dites-vous, que sa peau commençait à brûler et à noircir. Le trajet qu'il acceptait au début commençait là à devenir beaucoup plus éprouvant pour lui. Cette fatigue qu'il avait s'ajoutait aux maux de tête et aux nausées qu'il avait fréquemment. Bref, le petit a une vie horrible à ce moment-là. Sa mère n'avait peur que d'une seule chose, c'est que toutes ces épreuves-là finissent par le tuer. Alors, elle va finir par prendre une décision. Elle va commencer à faire ses petites recherches, téléphoner à plusieurs agences d'immobilier, mais va recevoir pas mal de réponses négatives. Personne ne semblait vouloir d'une famille avec 4 enfants. Mais finalement, quelques temps après, elle va accepter la première maison qui était disponible pour elle, sans même la visiter. Le 19 juin 1987, Carmen, Allen et leurs enfants vont donc quitter New York afin de s'installer dans une vieille maison que l'on a surnommée la Halalan House, au 208 Meriden Avenue, à Stonington, dans le Connecticut. Arrivée devant la maison, Carmen, la première chose qu'elle va faire, c'est supplier son mari pour qu'il aille voir si tout va bien, si la maison est correcte et qu'il n'y a aucun problème. Sans vraiment savoir pourquoi, elle était un petit peu angoissée à l'idée de la visiter seule. 15 minutes s'écoulent et Allen revient. Il s'approche de la voiture et lui demande de venir voir. Carmen, en entrant dans le hall, elle va remarquer une chose qui est assez particulière. Au-dessus de chaque cadrage de porte se trouvait un crucifix. Carmen va après ça se retourner vers son mari, et là elle va voir qu'il fait une tête un peu chelou, comme s'il était étonné. Ce dernier secouait la tête comme s'il était dans une incompréhension totale. Pourquoi Allen avait cette réaction-là ? Car il avait compris qu'en fait il se tenait devant un salon funéraire. La famille se trouvait dans une maison qui avait été anciennement utilisé comme salon funéraire. Un salon funéraire, pour les personnes ne sachant pas ce que c'est, en fait c'est très simple. C'est un endroit, une pièce, où la famille proche est conviée à se recueillir une dernière fois auprès du défunt avant qu'il soit embaumé ou même incinéré. Carmen, quand elle va être au courant de ça, elle va être abasourdie, très angoissée, et va finir par suivre son mari qui lui s'est dirigé vers le sous-sol. Pour vous décrire un petit peu l'espace dans lequel il se trouvait, en bas de l'escalier se trouvait un long comptoir qui longeait 3 murs et une autre pièce s'ouvrait sur la droite. Et à cet endroit-là, une porte vitrée bloquait l'accès. Carmen a donc poussé instinctivement la porte et elle a directement compris qu'elle se trouvait dans une ancienne salle d'embaumement. L'embaumement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait, c'est tout simplement ce qui désigne l'ensemble des techniques visant à conserver les corps des personnes mortes dans un état plus ou moins proche de celui qu'ils avaient. Dans la pièce où ils étaient se trouvait une table de fer, différents lavabos, des poignées de cercueils, des étiquettes, des photos jaunies et même un ascenseur à cercueil. Tout portait à croire qu'ils étaient dans une maison avec un passé assez lourd. Et cette découverte assez glauque ne va pas être la seule du voyage. Carmen va directement après ça se retourner vers son mari et va lui dire « Nous avons un fils qui se bat contre le cancer. Je ne veux pas qu'il soit confronté à sa propre mortalité. On ne peut pas vivre ici. » Son mari va être dégoûté, il va la regarder un long moment, il va rester très silencieux, puis il va lui répondre qu'ils ont malheureusement pas le choix de rester là. Ils n'avaient pratiquement plus d'argent, plus aucune économie, donc ils étaient coincés. Ils ne vont pas avoir le choix que de prendre sur eux
et vivre dans cette maison. Carmen va donc faire le choix avec son mari de ne pas parler aux enfants de ce qu'ils ont vu. Ce ne serait pas un très bon moyen de rassurer les enfants, déjà que le petit Philippe est atteint d'une maladie très grave. Carmen et Allen, ils vont donc décider à un plan d'action pour cacher cette salle. Ils vont réfléchir un petit peu et trouver une solution. La solution, c'est de déplacer une bibliothèque, une petite qu'ils avaient dans leur maison, pour la mettre devant la porte, afin de cacher l'accès à la salle d'embaumement pour éviter que leurs enfants découvrent la sombre vérité que cache cette maison. Mais l'ancien propriétaire, qui va témoigner plus tard, va contester cette version des faits. Il va dire que la famille était totalement au courant avant même d'acheter la maison, que la maison contenait une pièce qui avait été utilisée comme salle funéraire. Qui croit du coup dans tout ça? Eh ben on sait pas vraiment. Les enfants, n'étant pas du tout au courant de la supercherie, ils étaient super contents d'avoir une aussi grande maison. La maison était vraiment idéale pour des enfants, elle était immense avec un grand jardin. Ils avaient vraiment l'impression de vivre dans un château. Et très vite, Allen, du coup le père de la famille, il a dû se barrer. Il a été appelé par son travail pour un poste à New York, du coup lui, il n'a pas fait long feu dans la maison. Il s'est directement barré, laissant Carmen toute seule, avec les enfants. Philippe, il faut savoir qu'il était souvent pris de nausées horribles, il vomissait très régulièrement, alors Carmen, la mère, va décider de l'installer au sous-sol, car il avait en fait une petite baignoire qui était du coup super pratique au cas où Philippe aurait une envie pressante de vomir. Et même d'un point de vue pratique, si il aurait besoin de sa mère, elle pourrait facilement l'entendre. Philippe et donc son jeune frère Bradley dormaient dans ce qui avait été la salle d'exposition. C'était une salle qui était disposée juste à côté de l'ancienne salle d'embaumement dont Carmen avait bloqué l'entrée. Le premier soir qu'ils passèrent tous dans la maison, Philippe, l'aîné, va aller se coucher assez tôt, car il était assez épuisé. Carmen, elle était au téléphone avec son mari, qui, je le rappelle, était lui à New York. Elle va finir par clôturer la conversation et raccrocher, quand soudain, une silhouette va la faire sursauter. Cette silhouette n'était pas inconnue, c'était Philippe. Il se tenait dans l'embrasure de la porte et a dit à Carmen « J'ai entendu quelqu'un m'appeler. » Carmen ne va pas être si étonnée que ça, elle va tout simplement lui expliquer que ça doit sûrement être elle qu'elle a entendu, car elle était en conversation avec son père. Sauf que non, Philippe il va lui dire qu'elle se trompe totalement. Philippe a dit à sa mère qu'ils doivent vite quitter cette maison et ne plus jamais revenir, car d'après les dires de Philippe, il y aurait une présence maléfique dans la maison. On pourrait croire que c'est une farce au début de Philippe, mais pas du tout. On rappelle que l'enfant a 13 ans, et normalement, dans la normalité des cas, c'est pratiquement impossible qu'un enfant ait la malsénité de faire ça. Mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. Prendre cette théorie, peut-être qu'elle est plus rationnelle. Les enfants, vous les connaissez, ils sont assez joueurs et veulent très vite savoir la vérité. Philippe va être le premier à découvrir que sa mère lui a menti. Philippe, c'est un enfant et il a fini par découvrir un jour que l'endroit dans lequel il habitait avec sa famille était en réalité un ancien salon funéraire. Il va expliquer à son frère, Brad, mais il ne va pas tellement le croire. Il va dire qu'il ment, peut-être d'ailleurs pour rester dans un déni, car ce sujet-là de la mort lui faisait assez peur. Philippe lui racontait que les corps des morts anciennement étaient placés ici, dans la pièce dans laquelle il se trouvait, mais Brad, il le croyait pas du tout. Il n'en croyait pas un mot. Alors, ce que va décider de faire Philippe, c'est de pousser la bibliothèque et de lui montrer ce qu'il avait découvert. La salle d'embaumement. Une fois dans la pièce, Philippe il va désigner la table en métal à Brad et va lui demander s'il veut l'essayer. Brad n'avait aucune envie de réaliser le défi de son frère. Mais comme c'est son frère, comme il a envie de lui prouver les choses, il va lui dire « Ok, pas de souci ». Le jeune garçon va s'allonger sur la table, Philippe va commencer à le faire tourner, et là, d'un coup, les lumières vont commencer à tournoyer au-dessus de lui, l'étourdissant, et Brad va se mettre à crier. Son frère, Philippe, va le regarder sans bouger. Un énorme silence va s'installer dans la pièce. Cet événement ne va pas trop choquer les deux garçons, car ils savaient tous les deux très bien qu'en fait c'était Philippe qui voulait juste faire peur à Bradley. Et venons-en maintenant au lendemain. Philippe, il va décider de montrer encore une fois quelque chose à son petit frère. Dans la fameuse pièce interdite où les garçons n'avaient pas le droit d'entrer, il y avait une grille de fer forgée amovible, qui servait à dissimuler un tunnel très sombre. Philippe va bien sûr y pénétrer le premier, avec une lampe torche lui servant d'éclairage à la main, et son frère, Brad, va finir par le suivre. Et là, soudain, alors qu'ils vont progresser petit à petit dans le tunnel, Brad il va remarquer que sur le sol, il y a une tache un petit peu foncée. Brad va décrire ça comme quelque chose d'un peu épais et visqueux. Brad il va vite dire à Philippe « tourne ta lampe pour voir ce que c'est ». Philippe va donc immédiatement tourner sa lampe vers le mur. Et là, ce que vont découvrir les deux jeunes garçons est affreux.
il y a un liquide d'un rouge sombre qui dégouline sur le mur. Il avait la couleur du sang. Les deux garçons vont être angoissés, terrifiés, et vont très vite sortir du tunnel, aussi vite qu'ils sont rentrés, écartant dans la course leur jeune petit frère, Eiji, qui avait d'ailleurs entendu leurs cris contre le mur. Carmen va voir ses enfants arriver devant elle, complètement vides, horrifiée, et elle va pas comprendre. Elle va leur dire mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Et eux ils vont lui expliquer qu'ils ont vu du sang sur le mur qui dégoulinait en abondance. Carmen elle va leur répondre que s'il y avait du sang coulant dans les murs, elle l'aurait forcément remarqué. Et elle avait aussi souligné que pourtant elle leur avait bien interdit d'aller dans cette salle. Donc pourquoi ils y vont? Enfin vraiment faut qu'ils arrêtent quoi. Ils commencent vraiment là Carmen à lui faire péter un câble. À tel point qu'elle ne va même pas aller vérifier en fait si ce qu'ils disent est bien réel. Et elle aurait dû le faire. Carmen, elle va remarquer que le crucifix qui était accroché à la porte du sous-sol, en haut, elle a disparu. Il s'est évaporé. Il ne restait qu'une trace plus claire qui se dessinait sur la peinture jaunâtre. Et là, elle va directement penser que ce n'est pas un intrus qui est rentré chez eux, mais bien ces petits garçons, qui lui font tous une farce. On rappelle, ils sont tous relativement jeunes, il n'y a pas papa à la maison, donc peut-être qu'ils se sont dit on va se mettre tous contre maman et lui faire une petite blague. Mais c'était pas trop le moment, parce qu'à ce même moment, elle était très stressée pour Philippe, qui était lui de plus en plus très malade. Les traitements étaient de plus en plus stressants, et il traversait probablement plus de choses que ce qu'elle pouvait imaginer à ce moment-là. Vraiment, elle va s'inquiéter de fou à ce moment-là pour son enfant. Ce qui va un peu aussi la chambouler, c'est que depuis son arrivée dans la maison, Philippe disait entendre des voix tous les soirs. Mais maintenant, il voyait aussi des apparitions, des formes, des silhouettes très étranges, et sa mère, elle était persuadée que c'était un effet secondaire de la radiothérapie. Elle n'y a vu vraiment aucune autre solution. Carmen avait aussi très peur que son fils raconte à ses frères et sœurs ces histoires qu'il vivait et qu'ils se mettent à y croire et à avoir très peur. Cela faisait 6 mois qu'ils habitaient la maison. Quand une nuit, Philippe, il va réveiller son frère Brad, lui suppliant de fermer sa bouche. Puis, il va prendre sa lampe torche et éclairer l'angle de la pièce. Et va lui dire « Chut, ne fais pas de bruit, ne dis rien. Silence. Regarde dans le coin, il y a 4 hommes qui sont assis. » Brad, il va rien voir du tout. Il ne va distinguer que des vêtements foncés et il va pas du tout parvenir à voir leur visage. Et quelques secondes après, Philippe va lui dire qu'ils sont en train de se rapprocher et pile à ce moment-là, leur jouet étant un petit robot électrique, va se mettre brusquement en marche. Brad va être complètement terrifié, son cœur ne va pas arrêter de battre très fort, puis tout à coup, les hommes se retournèrent simultanément et les deux garçons vont commencer à taper un énorme sprint de la chambre en courant. Ils vont s'empresser de monter l'escalier à toute vitesse pour finir par se précipiter dans la cuisine dans laquelle se trouvait leur mère. Ils vont tous les deux se mettre à crier sur leur mère en lui disant qu'ils ont vu 4 hommes qui avaient des capuches au sous-sol. Carmen ne va pas du tout être terrifiée, mais plutôt vénère contre ses enfants. Mais elle va cette fois-ci quand même préférer vérifier au cas où des intrus seraient rentrés chez eux. Leur maison était assez grande, assez belle, très spacieuse, donc c'est possible que ce genre de maison attire des cambrioleurs. Elle va descendre les marches des escaliers et demander à ses fils de ne plus bouger, de rester où ils sont. Ils semblaient, eux, terrorisés. Elle va commencer par fouiller leur chambre, puis la salle d'embaumement et les autres pièces poussiéreuses qu'elle n'ouvrait jamais. Mais il y avait personne. Personne n'était dissimulé. Les enfants, ils ont sûrement dû rêver. C'est ce que va penser premièrement Carmen. Après ça, elle va donc remonter dans la cuisine, elle va se munir du téléphone portable pour appeler la police, mais en levant les yeux, elle va voir que le crucifix qui se trouvait au-dessus de la porte de la cuisine avait lui aussi disparu. Et peu à peu, ce phénomène va se reproduire. Tous les crucifixes de la maison vont commencer à se volatiliser. Et le pire, c'est que personne n'était l'auteur de ces vols. Les enfants, la mère, personne. Bien évidemment, Carmen elle va penser que c'est ses enfants qui sont les auteurs de tous ces vols. Sauf qu'ils vont tout le temps répéter à leur mère que ce ne sont pas du tout eux et que c'est les entités de la maison qui volent ces crucifixes. Carmen va donc décider de rassembler toute la famille pour organiser une réunion familiale afin de mettre les choses au clair sur les événements qui se passent dans leur maison. Carmen va très gentiment leur expliquer que oui, ils habitent dans un ancien salon funéraire, mais qu'il ne faut pas qu'ils paniquent car il n'y a pas de fantôme ici. Voilà, la mère se veut rassurante, elle va tout faire pour les mettre à l'aise. Ce serait bête qu'ils aient peur alors qu'ils n'ont pas le choix en fait de rester là. Elle va aussi dire à Philippe, son aîné,
que voilà, il a un comportement qui est très limite et qu'il faut qu'il soit responsable et montre le bon exemple à ses petits frères et sœurs. Carmen ne voulait plus jamais entendre parler de fantômes. Après que sa mère lui dit ça, Philippe va directement se lever de table et va descendre dans sa chambre. Même si Carmen était assez en colère contre lui, elle avait pas mal de remords. Lui étant très malade, elle s'est dit que c'était pas trop bien ce qu'elle faisait. Cela faisait maintenant 1 an qu'ils habitaient dans cette maison, et un jour, qui semblait au début tout à fait banal, Brad, il va revenir un jour de l'école, et il va voir que, il n'y a plus les affaires dans sa chambre de son frère, Philippe, qui partageait la chambre avec lui. Il avait déménagé toutes ses affaires dans la chambre d'embaumement. Sa mère, en apprenant la nouvelle, va être très étonnée et va même lui dire « Tu avais si peur de cette pièce. Pourquoi t'y installes-tu d'un coup ?» Et à cette question, Philippe ne va même pas prendre la peine de répondre. Il va simplement continuer à accrocher les posters qu'il était en train de mettre contre son mur en la regardant brièvement pour au final hausser les épaules. Carmen, elle va très vite remarquer que le comportement de Philippe commence à devenir un petit peu bizarre. Carmen, elle va être de plus en plus triste car elle va voir son enfant tombé dans une sorte de dépression très bizarre. Il se repliait tout le temps sur lui-même, ne parlait presque plus, il ne souriait que très rarement, et dites-vous qu'elle est arrivée à un stade même où elle n'arrivait même plus à communiquer avec lui. Tim et Cam, c'est qui, me diriez-vous? C'est les 2 cousines de la famille. Elles sont venues pour l'été habiter chez eux, et toute la famille sont sorties pour les accueillir. Sauf une personne. Cette personne, vous l'aurez deviné, c'est Philippe. Pourtant c'est assez étrange comme Cam, l'une des cousines, s'entendait parfaitement bien avec Philippe. Elle avait 17 ans et la plupart du temps, quand il y avait des repas de famille, ils étaient souvent à côté quoi. Ils avaient des discussions et jouaient souvent ensemble. Elle va donc descendre, voir dans sa chambre qu'est-ce qu'il fait, espérant que Philippe serait super content de la retrouver, mais ça ne va pas du tout être le cas. Arrivé dans la pièce, Philippe il ne va absolument pas du tout la calculer, et ne va pas sortir un mot de sa bouche. Il va rester immobile et ne va rien faire, rien lui dire. Cam avait beau lui parler, lui ne répondait absolument pas. Il ne laissait transparaître aucune expression. Philippe, il faut savoir qu'il écrivait souvent sur un petit carnet. Et ça intriguait souvent son petit frère Bart, qui lui demandait régulièrement « Mais qu'est-ce que tu y marques en fait sur ce carnet? Enfin, je veux savoir. C'est assez intriguant, je te vois souvent dessus. » Philippe ne répondait jamais quand il lui posait la question. Il le regardait simplement et le dévisager. Bart trouvait son comportement de plus en plus critique, à tel point que quand il faisait cette phase-là, il en avait des frissons dans le dos. Et va arriver un fameux jour où on va avoir des réponses par rapport à ce fameux carnet. Cam, la cousine la plus âgée, qui a du coup 17 ans, voulait aider tranquillement Carmen, sa tante. Elle va descendre à un moment pour ranger la chambre de Philippe qui était vachement en désordre. Mais alors qu'elle faisait son lit, elle va découvrir un petit carnet noir dissimulé sous le matelas. Cam, quand elle va voir ça, elle va avoir l'impression un peu de violer l'intimité de son cousin, mais comme elle s'inquiétait pour lui, elle va quand même décider de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle avait très peur pour sa santé mentale, donc elle s'est dit, je vais regarder, peut-être que je pourrais arranger la situation. Mais elle ne va pas directement le regarder. Elle va d'abord préférer le montrer à sa tante, Carmen, la mère donc de Philippe. Et alors que Carmen va prendre le petit carnet et tourner les pages petit à petit, elle va se sentir de plus en plus terrifiée. Philippe, dans ce carnet, il avait la fâcheuse habitude de parler de mort, mais aussi qu'il avait envie de tuer des gens. Mais Carmen, elle va pas y croire. Elle va penser que ce n'est pas lui qui a écrit tout ça. Philippe, il était dyslexique. Elle avait eu d'ailleurs le plus grand mal à lui apprendre l'alphabet, mais pourtant, les écrits qu'il avait marqués sur ce carnet-là contenaient plusieurs mots particulièrement complexes. Carmen va donc naturellement demander à son fils comment il avait pu écrire ça, et Philippe va lui répondre « C'est l'homme qui m'a aidé. » Imaginez-vous si vous êtes une mère par exemple, que c'est votre fils qui vous dit ça, c'est pas la meilleure chose en vrai. Un soir, alors que la famille mangeait tranquillement, Philippe, il va étirer son bras afin d'attraper quelque chose qui était sur la table. Tout le monde et sa mère, elle va regarder son bras et elle va apercevoir qu'il y a une chose qui dépasse de sa chemise. Très vite inquiète, elle va soulever brusquement sa manche et va découvrir que son bras était recouvert d'étranges signes ésotériques. L'autre bras était aussi dans le même état. Comme va le remarquer de suite Carmen, certaines traces étaient très anciennes, elles avaient laissé des taches blanches sur sa peau, mais d'autres très fraîches, comme s'il venait de se le faire à l'instant. D'après l'analyse des cicatrices qu'avait fait Carmen, cela devait faire des mois qu'il se traçait des signes sur la peau. Sa mère va être épouvantée de voir que son fils se fait mal à la peau, et donc elle va lui demander « Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu te sens mal ?» Et lui va répondre « Je sais pas.
pourquoi je fais ça, aucune idée. Et après avoir dit ça, juste après, il va lui répondre que c'était une personne qui l'avait incité à faire ça. Mais qui? Eh bien pour l'instant, on sait pas du tout. Carmen était bien sûre maintenant. Son fils a radicalement changé. Ce n'est plus le Philippe qu'elle connaissait. Elle va vraiment avoir l'impression que quelqu'un l'a remplacé. Jamais auparavant il n'aurait pu agir de cette manière-là. Après les événements que je viens de vous relater, juste avant, Philippe, il va continuer à faire des trucs méga chelous. Il va se mettre fréquemment à suivre sa mère silencieusement dans la maison afin tout simplement de lui faire peur. De plus en plus, il va devenir très agressif, faire beaucoup de remarques à son frère Bradley, et si il osait répondre, alors Philippe se mettrait à le frapper. Et va arriver un jour où sa cousine, Cam, elle va assister à la scène. Elle va voir que Philippe est très toxique avec son frère, donc elle va dire « Wow, tu te calmes frérot ». Sauf que là, Philippe, il va pas du tout aimer ça. Il va aller dans la chambre de sa cousine pour finir par tout casser. Il va absolument tout détruire sur son passage. Cam va directement se précipiter derrière lui pour essayer de l'arrêter, pour qu'il arrête de détruire sa chambre, sauf que ça ne va rien faire. La bagarre va quand même éclater. Philippe semblait être doté d'une force surhumaine. Ce qui va prouver ça, c'est qu'il va projeter à travers la pièce, comme si elle ne pesait rien, sa cousine. Cam va être complètement sous le choc de ce qui vient de se passer. Philippe, il est censé avoir un cancer, il est très malade, alors comment est-ce possible? Comment a-t-il pu faire ça? C'est ce qui va vraiment choquer sa cousine, elle ne va pas comprendre. Jamais de base, il n'aurait pu avoir la force requise pour faire ce qu'il a fait. Mais c'est pas fini. La situation, elle va encore plus dégénérer. Elle va remarquer que le chandail qu'elle avait autour du cou commençait à se soulever tout seul, comme s'il lévitait. C'est arrivé même très souvent que Cam, elle ressente que quelqu'un en fait lui chope sa bretelle de soutien-gorge, comme si en fait quelqu'un voulait enlever son soutien-gorge et la dénuder, alors qu'il n'y avait absolument personne dans la pièce quoi. Elle avait l'impression qu'une entité rôdait autour d'elle, ayant pour seul but de violer son intimité. Et elle va donc décider d'en parler à sa tante parce que là, c'est plus possible. Là, pour elle, c'est la goutte de trop. Carmen ne va pas nier qu'elle voit sa petite nièce toujours effrayée, mais elle va quand même refuser de croire que cette maison-là est habitée par une entité très malveillante. Carmen, elle aurait aimé croire qu'il se passait quelque chose de flippant, d'étrange dans sa maison, sauf que dès que Philippe l'appelait pour lui montrer en fait qu'il y a quelque chose de très bizarre, et bien à chaque fois, elle arrivait, son fils lui disait « Regarde maman, il se passe quelque chose de très bizarre » et elle ne voyait rien. Elle n'avait aucune preuve que tout ce qu'il avançait était bien réel. À ses yeux, il n'y avait qu'une seule conclusion logique à tout ça, il s'agissait de son fils qui était la cause de tout ça. Elle avait mené son combat contre le cancer avec lui, elle l'aimait terriblement. Sauf qu'il fallait aussi qu'elle sauve sa nièce. Il devenait beaucoup trop agressif, complètement perdu. Carmen va donc décider de téléphoner à un médecin et va lui expliquer dans les détails toute la situation. Le docteur va être à l'écoute de Carmen et va comprendre en fait avec tout ce qu'elle décrit que son fils est sûrement atteint de schizophrénie. Carmen va inonder le sol de sanglots car elle trouvait qu'elle était la pire mère de faire subir ça à son enfant, mais en même temps, elle n'avait pas trop le choix. Son fils va partir au collège, va passer la journée tranquillement de cours, comme d'habitude, et à son retour, c'est là où elle va tenter d'agir, comme s'il ne se passait absolument rien de spécial. Elle lui avait préparé le repas qu'il préférait pour le goûter, tout le monde va être assis à table, et d'un coup, 4 hommes habillés en blanc vont débarquer dans la maison. Et c'est à partir de là où un silence très pesant va commencer à régner dans la pièce. Les infirmiers vont entourer la chaise où se trouvait le petit Philippe. Ils vont le saisir par les aisselles et commencèrent à l'entraîner vers la porte de sortie. Philippe va de suite se retourner vers sa mère et va lui supplier de ne pas faire ça. Puis, brusquement, il va commencer à se débattre et à crier, demandant où on l'emmenait. Sa mère, elle va avoir énormément de mal à lui dire la vérité. Elle va se mettre pendant plusieurs minutes à pleurer, lui demandant s'il pouvait la pardonner. Dans l'ambulance qui l'amenait vers l'hôpital psychiatrique, le garçon va continuer à hurler. Philippe va de plus en plus implorer sa mère, la supplier qu'elle ne l'abandonne pas, puis alors que la porte va se refermer sur lui, il va crier brusquement une phrase des plus terrifiantes qu'aucune mère n'aurait aimé entendre. « Maintenant je suis parti, ils vont s'en prendre à vous. » Sur le chemin du retour, Carmen venait donc de faire la route jusqu'à l'hôpital pour accompagner son fils. Elle va donc faire le chemin retour pour rentrer à la maison et elle va s'effondrer. Elle était horriblement en colère et ce que son fils venait de lui crier lui pesait énormément sur la conscience. Elle était tellement dans un état affreux psychologiquement qu'elle était même prête à croire ce qu'elle ne croyait pas au début, qu'une entité vivait dans la maison, plutôt de croire que son fils était schizophrène et qu'il était condamné à l'être
jusqu'à la fin de ses jours. Et en arrivant chez elle, c'est là où Carmen, elle a commencé à vriller, à péter un plomb. Elle va dire à l'entité qu'elle ne croyait pas avant: Tu veux jouer, espèce de alors viens t'en prendre à moi. Puis elle va s'asseoir sur les marges de l'escalier de la maison et va attendre. Elle va rester là, assise pendant plusieurs heures. Cette crise de nerfs va finir par passer, et venons-en maintenant à un soir que j'aimerais vous partager, qui a pas mal terrifié Carmen. Il va arriver un fameux soir où Carmen, elle était assez épuisée des événements qui venaient de se passer, donc elle a décidé d'aller dormir. Elle dormait paisiblement quand Camille va venir frapper à sa porte. Cam, qui, je le rappelle, est une cousine de la famille. La jeune fille va tout simplement lui dire une chose que personne n'aurait voulu entendre. Il s'est encore passé quelque chose de très bizarre dans la maison. Elle était allongée dans son lit quand soudain, quelqu'un a tiré sa couverture. Pourtant, Philippe, il était plus dans la maison. Carmen, du coup, elle va pas du tout comprendre ce qui se passe dans cette foutue maison. Elle va être prise d'un sentiment d'incompréhension totale et va s'apercevoir au même moment que l'un des crucifixes, le dernier d'ailleurs, a encore disparu, comme tous les autres précédents. Le truc horrible dans l'histoire, c'est que cette famille-là était pratiquante, c'était une famille chrétienne, et du coup, toutes ses convictions tombèrent totalement en miettes. Cam va se mettre à repeindre son lit et sa tante va l'accompagner pour lui lire des passages de la Bible. La jeune fille était allongée quand soudain, elle se mit à crier. Elle a commencé à dire vite à sa tante qu'une main était en train de la toucher sous ses sous-vêtements pour essayer de la déshabiller. Carmen va alors lever les yeux vers sa nièce et se rendre compte qu'il y a une main sous sa chemise de nuit qui est en train de la toucher. Comme elle nous le dit, le pire dans tout ça, c'est qu'elle arrivait parfaitement à la distinguer. Elle arrivait à voir les os et les jointures de la main. Alors le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est prendre Cam dans ses bras et va courir vers la salle à manger avec elle. Les deux vont être totalement pétrifiés, l'atmosphère va se faire de plus en plus lourde, Carmen va ressentir que quelque chose ne va pas du tout dans cette maison, et ce qu'elle va entendre est sûrement la pire des choses, elle va entendre comme si quelqu'un grogner juste à côté d'elle. Carmen, elle va réaliser qu'elle n'aurait jamais dû interner son fils, car le problème n'était pas lui, mais bien le mal qui se trouvait dans la maison. Ce qui va prouver ça, c'est que le collier avec une croix que portait Cam se mit à léviter à tel point qu'il est arrivé entre ses deux yeux. Même s'il était très tard, la mère Carmen va décider de contacter l'église. L'église va accepter la communication, même s'il était relativement tard, et on va lui indiquer que demain se présenterait à elle un exorciste. Carmen va être directement soulagée que quelqu'un puisse les aider et résoudre finalement le gros problème qu'ils avaient dans leur maison, et elle décida, juste après ça, de prendre une douche. Carmen se trouvait donc maintenant dans la baignoire, quand soudain, le rideau de douche va s'entourer autour d'elle, et immédiatement, elle va se mettre à hurler. Elle n'arrivait pratiquement plus à respirer et pas à se dégager. Le plastique commençait petit à petit à se resserrer autour de son visage, comme si une personne était derrière et essayait de l'étouffer. Carmen va commencer, c'est horrible, à suffoquer, et elle va très vite comprendre que là quelque chose essaye de la tuer. Sa nièce, elle, à ce moment-là, elle n'était pas dans la même pièce qu'elle, du coup, elle n'était pas au début alertée, mais quand elle va entendre les cris de sa tante, elle va commencer à paniquer et à venir l'aider. Et c'est là où elle va découvrir Carmen qui gisait sur le carrelage de la salle de bain. Elle était en train de se débattre pour sortir du rideau de douche, et la jeune fille a très vite compris que si elle n'arrivait pas du tout à la libérer, rapidement, sa tante, allait décéder. Alors, sans aucune hésitation, Cam va se mettre à déchirer le plastique qui entourait sa tante. Carmen, ne vous inquiétez pas, elle a été sauvée. L'exorciste est donc finalement venu chez eux, il a un petit peu inspecté la maison pour voir ce qui se tramait et a directement dit qu'il ne fallait pas appeler un exorciste, mais bien des gens réellement ancrés dans le milieu du paranormal, des gens vraiment très forts, des spécialistes hors normes. J'ai nommé Ed et Lorraine Warren. 2 enquêteurs du paranormal très expérimentés qui vont pouvoir, peut-être, on ne sait pas encore, résoudre l'étrangeté de cette mystérieuse maison. On va maintenant aborder une phase très importante, l'enquête qu'ont menée les 2 enquêteurs spécialisés dans le monde du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Depuis que Philippe il était parti de la maison, c'était n'importe quoi en termes d'événements paranormaux. Plein de choses très bizarres et de manière incessante se produisaient dans la maison. On pouvait y compter des odeurs de chair en décomposition qui se répandaient dans la maison et des lumières qui s'allumaient par moments et qui s'éteignaient pour absolument aucune raison
et toute seule. Même si on enlevait les ampoules, eh bien celle-ci continuait à s'allumer. Bref, ça n'avait aucun sens. Tous les événements qui se produisaient, comme la mère l'explique, semblaient irréalistes. Et un jour, alors que Carmen, elle faisait les sols, l'eau du seau s'est mise brusquement à devenir tout rouge. Et elle en avait la chair de poule. Puis, il va y avoir un autre épisode. L'épisode des assiettes. Carmen était sûre à 100% de les avoir posées sur la table un petit peu en vrac. Et quand elle s'est retournée, elles étaient toutes rangées. Elle avait l'impression horrible de devenir complètement folle et parano. Cam va aussi voir devant elle plusieurs événements des plus horribles. Des apparitions qui l'ont pas mal terrorisée. Elle les décrivait d'ailleurs en ces termes-là. Ils étaient incroyablement puissants. L'un d'entre eux était mince, avec des pommettes hautes, de longs cheveux noirs et des yeux d'airain. Un autre avait les cheveux et les yeux blancs. Il portait un smoking à rayures et ses pieds étaient constamment en mouvement. C'était beaucoup trop pour la famille. Ils ont donc, comme vous l'avez deviné, contacté Ed et Lorraine Warren pour investiguer dans la maison et voir ce qui se passe concrètement chez cette famille, ce qu'ils vivent au quotidien. John Zaffe, Ed et Lorraine Warren et 2 autres enquêteurs se sont donc rendus dans l'ancien salon funéraire du 208 Meriden Avenue, là où était la famille Snedeker. Ce qui va être assez surprenant, c'est qu'ils ont tout inventé. La famille en fait a totalement menti depuis le début. Pas du tout. C'est faux. Ed et Lorraine Warren ont exactement vécu les agressions que les démons avaient infligées à cette famille. Ils avaient reçu un grand nombre de gifles et de coups, et ils avaient même été poussés par terre. Lorraine, l'une des protagonistes enquêtrices, va rapporter d'ailleurs ceci. Dans la chambre principale, il y avait une trappe, par laquelle les cercueils étaient montés et que durant la nuit, vous pouviez entendre des bruits de poulies et de chaînes, comme si les cercueils étaient soulevés. Comme si le salon funéraire en fait était toujours en marche et que des personnes déplaçaient des corps. Une nuit, alors que Ed entendait ces grincements sinistres dans la maison, il va se lever et aller voir d'où cela provenait pour finir par voir 2 femmes qui dansaient dans la maison. Elles tournaient en cercle en dansant et quand Ed a voulu s'approcher d'eux, elles se sont volatilisées. Une enquête plus tard sera menée sur la maison pour voir quel a été finalement son passé. Est-ce qu'il était un petit peu douteux? Est-ce qu'il y a une explication à tous ces phénomènes-là assez bizarres? Et oui, figurez-vous que la maison releva que d'anciens employés d'une entreprise de pompes funèbres s'étaient rendus coupables de nécrophilie et de nécromancie. 2 termes que je devrais biper au montage comme vous l'aurez deviné, et qui définissent ça. Et on suppose que c'est ces événements-là qui ont attiré le mal dans cette maison. Un exorciste va être réalisé en 1988. On va le savoir ça grâce à une déclaration de Lorraine Warren qu'elle avait pu faire à l'Associated Press, où elle explique que la maison a été nettoyée de fond en comble de toute présence maléfique. Et que depuis cet événement, il y a rarement eu des événements un petit peu chelous, voire plus du tout en fait. Mais alors une question importante doit se poser. Que devient Philippe, le petit garçon qui s'est fait interner en hôpital psychiatrique? Eh bien, pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique, Philippe, il avait été déclaré schizophrène. Et sa mère, elle va être longtemps accablée par la culpabilité de l'avoir fait interner. Elle va essayer quand même par tous les moyens de le faire sortir de l'hôpital, en essayant finalement de lui enlever l'étiquette de schizophrène qui lui avait été collée. Un jour, elle va le revoir, elle va le serrer très fort dans ses bras et va encore une fois le supplier de lui pardonner. La famille va finir par quitter la maison en 1989 et apparemment, comme je vous l'ai dit précédemment, depuis ce jour, on n'aurait observé aucun phénomène étrange dans cette propriété. Philippe, il va réussir à sortir à un moment donné, mais va malheureusement décéder en 2012 à l'âge de 38 ans. C'est la fin de l'histoire de la famille Snedeker, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite histoire paranormale avec énormément de détails, des détails qui m'ont passionné, c'est pourquoi j'ai décidé, grâce à ce site-là, voilà, j'ai vraiment lu cette histoire et je me suis dit il faut que je la raconte vraiment en vidéo. Du coup j'ai un petit peu repris le script de ce site parce qu'il était juste fou. J'ai trouvé la narration super cool, très intuitive et super passionnante à lire et à vous raconter. Je me suis dit il fallait que ce soit partagé. À très vite pour plusieurs histoires. Vous verrez qu'il y en a plusieurs avec des beaux feats. On a du Melvin, on a du Haken, on a du Julano, on a du Mikey Moon. Ça va être très très cool en termes d'horreur. Et à très bientôt. Bonne nuit. Bonne Halloween, c'est vraiment pas Halloween. Peut-être Noël, pas du tout. On y est très loin.